Et ce qui est frappant, c'est qu'alors on parle, il y a un paradoxe. Dans le monde du travail, les entreprises et autres ont tendance à adopter les outils d'IA beaucoup plus vite que de réfléchir au cadre éthique derrière cette nouvelle technologie. Quelles sont les tentations auxquelles il faut dire non? Et comme Olivier et moi, nous sommes plongés de près depuis plus d'un an dans ces questions, on vous propose une conversation pour rattraper toutes ces questions. Aujourd'hui, on vous explique comment on a pu mettre des garde-fous à l'intelligence artificielle. Bonjour tout le monde, ici Olivier et Christelle. Salut Olivier. Salut Christelle. Nous sommes de l'association Imago Dei et bienvenue dans une des vidéos de notre série IA, une hygiène de vie. C'est des webinaires pour vous basés sur des centaines d'heures de recherche dans l'intelligence artificielle qu'on a pu faire dans l'IA générative comme ChatGPT, Claude, Perplexity, Canva AI et d'autres. Imago Dei, c'est une association reconnue d'utilité publique qui travaille pour votre épanouissement, l'épanouissement des professionnels en quête de sens, quelles que soient leurs croyances. On fonctionne chez Imago.di avec un collectif de professionnels de plusieurs horizons. Et avec Imago.di, donc, on a développé l'outil Noé, qui est un agent conversationnel auquel vous pouvez avoir accès d'ailleurs, et à qui on a donné des compétences et un cadre éthique inspiré de la sagesse biblique pour ultimement donner plus de sens à notre travail et à notre vie personnelle. Et on résume tout ça dans nos vidéos gratuites pour vous. Alors, dans cet épisode, ce qu'on vous propose, c'est simplement une conversation autour de l'éthique. Vous savez que les questions éthiques, que ce soit les limites de ce que l'IA peut faire, mais aussi sur les limites de ce que les humains peuvent faire avec l'IA, toutes ces questions sont vraiment très présentes à notre époque d'émergence fulgurante des IA génératives. Et ce qui est frappant, c'est qu'alors on parle, il y a un paradoxe. Dans le monde du travail, les entreprises et autres ont tendance à adopter les outils d'IA beaucoup plus vite que de réfléchir au cadre éthique derrière cette nouvelle technologie qui amène parfois des questions nouvelles, mais aussi des questions plus anciennes. Et comme Olivier et moi, nous sommes plongés de près depuis plus d'un an dans ces questions, on vous propose une conversation pour rattraper toutes ces questions autour des enjeux éthiques de l'IA, ou en tout cas commencer à le faire. Dans ce webinaire, ce qu'on veut faire, c'est insister sur l'importance d'un raisonnement éthique dans notre usage de l'IA. Ce n'est pas quelque chose dont on peut faire l'économie. On va parler du cadre que vous pouvez mettre en place pour développer une bonne hygiène de vie par rapport à ces technologies. Et puis, on va, à partir de nos réflexions et de nos lectures, mais aussi parler des règles de conduite que nous fixons pour nous-mêmes et aussi pour nos outils. J'espère que ça pourra vous être utile. Et puis, on vous montrera comment tout ça peut prendre forme avec notre agent Noé, qui vous aide à réfléchir et à agir avec l'assistance de l'IA dans un cadre éthique. Alors pas besoin d'être croyant pour suivre cette vidéo, quoique pour nous, la sagesse biblique nous permet d'aborder ces questions d'intelligence artificielle et de la technologie, questions qui, comme Christelle l'a déjà développé, ne sont jamais neutres et qui peuvent soit nous aider énormément, soit nous aliéner. Et Hmm. donc on va rentrer dans le vif de la conversation. Et Christelle, je commence par cette première question. Pourquoi t'es-tu donné un cadre dans ton usage de l'intelligence artificielle? Ouais, très bonne question. Moi, je me souviens, comme j'imagine toutes les personnes qui nous écoutent, de la sortie de ChatGPT. C'était fin 2022 pour les gens qui se souviennent. Et j'ai des souvenirs assez vifs de l'hiver 2023, donc début de l'année. Ça coïncidait avec un voyage professionnel. J'étais au Québec. Et mon voisin de chambre, pendant tout mon séjour, qui a duré à peu près une semaine, n'arrêtait pas de me parler de ce nouveau chat. Et moi, je l'appelais la machine. Et il testait à longueur de journée pour voir ce que ChatGPT avait dans le ventre. Et en même temps, ce compagnon de chambre, collègue et ami, se posait beaucoup de questions parce qu'il savait bien qu'utiliser ChatGPT, c'est aussi donner gratuitement nos données sur lesquelles le modèle peut s'entraîner. Donc on donne quelque chose en échange. Et en même temps aussi prendre le risque de se faire influencer par la machine. Et s'en est vite rendu compte quand ChatGPT a commencé à répondre des choses qui n'étaient pas vraiment sensées. Il posait des questions philosophiques assez pointues, donc il faut dire qu'il testait quand même assez loin. Et moi, j'étais témoin de tout ça. Et quand je me suis mis à utiliser ChatGPT un peu plus tard, j'étais très vite conscient que non seulement il y avait des questions éthiques, mais aussi que ces questions éthiques avaient des implications super pratiques sur la façon d'utiliser les modèles de langage, la façon de rédiger des prompts. Et puis, lorsque des tâches d'interaction avec l'IA rentrent dans des tâches de travail, ben, il y a toutes sortes d'autres questions qui se posent. Donc, voilà, c'était un peu en regardant quelqu'un d'autre utiliser l'IA que j'ai vu en fait très vite les questions éthiques que ça pouvait susciter. Je me suis dit, ouais, il faut vraiment
fixer un cadre dans notre utilisation de l'IA. Et pour toi, Olivier, dis-nous comment Pour c'est moi, je passé. dirais que la notion de cadre associée à la technologie, finalement, elle est historique. Parce que, voilà, nous ne sommes pas de la même génération et avant l'IA, il y a eu les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les Ouais. NTIC. Et l'arrivée des NTIC, ça n'a pas été une arrivée dans l'illimité, comme maintenant, où chaque technologie arrive tout de suite dans un format illimité. Mais nous avions notre petit modem connecté à notre ordinateur et on prenait un abonnement qui nous Mhm. donnait un temps de connexion à Internet ou un débit de connexion. Et de même, les téléphones portables n'étaient pas en 4G, en 5G, mais ils étaient là aussi avec des forfaits limités et bien Ouais. limités de connexion. Donc finalement, l'idée de se dire la technologie évolue, avance et s'accompagne d'un cadre, pour moi, c'est quelque chose d'assez conscientisé, on va dire, et d'assez intériorisé, si bien que bon, ben, l'IA, c'est une nouvelle technologie, donc elle a, elle aussi, son cadre d'usage, même si il n'est pas posé et que c'est plus à nous de nous le poser. Et donc ça, c'est une première chose. La seconde, c'est qu'avec chaque technologie, ce que j'ai pu constater, c'est que, il était de plus en plus facile de laisser faire à la technologie des choses qui auparavant pouvaient nous revenir. Et voilà, avant Google, il y a eu Yahoo comme annuaire de site, il y a eu Alta Vista comme Mhm. moteur de recherche. Et pour nous, ça a été, bon, est-ce qu'on va encore dans les encyclopédies lire des articles et compiler les articles, ou est-ce que l'on fait une recherche? Ouais. Donc, est-ce que l'on garde la compétence de la recherche documentaire? Ou est-ce que l'on se confie dans le moteur de recherche? Donc, déjà, voilà, cette question de la facilité qui était là, j'y reviendrai. Donc, un cadre à se donner par rapport à ça. Qu'est-ce que je veux garder à faire par moi-même? Et puis, la troisième chose, c'est une conscience, on va dire, écologique. On sait que cette technologie, même si elle est très séduisante, qu'elle tient dans notre téléphone qui tient dans notre poche, derrière, il y a une consommation d'énergie qui est loin d'être négligeable. Et Mhm. donc, on ne peut pas faire comme si n'importe quoi fait sur ChatGPT ou avec l'intelligence artificielle n'avait aucune conséquence pour notre environnement. Donc, voilà un Mhm. petit peu, moi, ce qui m'a conduit à poser un cadre. Ouais, une conscience des limites, en fait, hein. Tout à fait. Oui, c'est ça. Oui. Je peux en témoigner parce que pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, et moi j'ai Olivier comme collègue. Alors sachez qu'Olivier est le genre de personne qui coupe sa 4G quand il n'utilise pas son téléphone. Donc c'est lui qui choisit quand il reçoit vos messages WhatsApp, quand il reçoit vos photos et quand il vous envoie des messages. Et sinon, la 4G est coupée et parfois son téléphone est rangé dans un tiroir. Donc Olivier sait bien pratiquer les limites, ce que moi, je suis pas autant capable de faire, je dois l'avouer. Mais là, tu montres quand même que tu es capable de résister à certaines tentations, hein. La tentation, si on l'applique au smartphone, de sortir son téléphone de façon intempestive pour ouvrir je ne sais quelle appli parce que notre 4G est constamment allumé. Mais vis-à-vis de l'IA aussi, il y a toute une série de nouvelles tentations qui émergent et puis aussi des erreurs. Et donc, la question suivante, c'est d'après toi, quelles sont les tentations auxquelles il faut dire non, ou alors les erreurs à ne plus commettre dans notre utilisation des IA génératives. Et puis, j'ai mes quelques idées aussi que je partagerai autour de cette question, mais qu'est-ce qu'il en est pour toi? La première tentation, pour moi, c'est vraiment cette tentation de la facilité. Mhm. En fait, il y a une promesse de facilité de toute chose qui est associée à l'intelligence artificielle, qui fait que, bon, ben, on sait que naturellement, si l'on peut aller vers le moindre effort, ce sera beaucoup plus simple pour nous, il y aura beaucoup moins de friction, et donc on préférera en fait aller dans cette direction-là. Donc c'est Ouais. vraiment la première tentation et la plus importante. La seconde à laquelle je pense, c'est celle du super pouvoir, parce que Mhm. voilà, je revenais sur mon idée de mon expérience de recherche documentaire. Le moteur de recherche nous permettait déjà d'accéder à des sites, mais encore fallait-il aller dans les sites pour vérifier leur pertinence et vérifier l'information. Maintenant, tu mentionnais en introduction Perplexity. Lui-même va aller faire ce travail-là, il va nous présenter une réponse qui va être complètement rédigée. Et donc Mhm. là, on a le super pouvoir finalement d'avoir la connaissance à portée de la main au prix de quelques petites demandes et l'impression d'avoir tout compris et d'avoir tout Ouais. trouvé. Donc tout cela, c'est voilà, c'est quelque chose qui est vraiment pour moi très important en termes de tentation, cette facilité, ce super pouvoir. Et puis deux erreurs en fait à ne plus commettre dans notre utilisation des IA. Pour moi, la première erreur serait d'oublier la valeur de l'exploration
de la Hmm. découverte, de l'essai, de l'erreur, de tout ce que l'on peut faire par soi-même et de la façon dont cela vient vraiment être quelque chose qui nous façonne et qui nous structure, Ok, formateur, en fait. qui est formateur, en fait, exactement, le développement d'habitudes. Et la deuxième erreur, ce serait de ne pas sanctuariser certaines activités en les maintenant en dehors de Ouais. l'intelligence artificielle. Des Hmm. activités où vraiment on veut s'en remettre à notre connaissance, à notre capacité de création, d'imagination, et en se disant, bon ben, cela, l'IA ne viendra pas m'apporter de la suppléance ou de l'aide. Je veux vraiment tirer parti de mes propres ressources. Ouais. Donc voilà un petit peu ce qui est important pour moi. Oui, 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 c'est bien dit et je te rejoins pour beaucoup. Hein. Il y a cette nouvelle expression maintenant qui sort, c'est demande au chat quand quand on se pose une question. Avant, on disait ben, je vais googliser ou je vais demander à Google ou prier Saint Google, j'ai déjà entendu pour avoir une réponse à mes questions. Et il y a toute une série d'illusions qui viennent avec ça. L'illusion de la connaissance, hein, de la réponse qui m'est donnée par ChatGPT, simplement parce que je l'ai lu, bah maintenant je connais. Et n'importe quel bon enseignant ou prof à l'université sait que pour développer la connaissance, il faut l'acquérir soi-même, il faut y réfléchir soi-même, il faut poser des questions soi-même, il faut examiner les choses soi-même, et c'est comme ça qu'on développe de la connaissance. L'illusion qui se colle à ça, c'est l'illusion que le modèle de langage lui-même a de la connaissance. Alors tout ce qu'il fait, c'est réarticuler des informations qu'il a reçues avec un jeu algorithmique assez impressionnant et très très pertinent, bien sûr. Mais bien sûr, ce n'est pas de la connaissance en soi. Et donc, on se retrouve dans une situation où on pense qu'on additionne connaissance aux connaissances, alors qu'au fond, ce n'est pas le cas. Et tout ça, on le fait en formant des habitudes, construire des habitudes sans avoir vraiment réfléchi à l'éthique qui est derrière. Je pense que ce qui fait de nous des humains et ce qui nous permet d'avancer en bonne conscience, ben, c'est justement le fait de pouvoir s'arrêter et réfléchir non pas Tout à fait. simplement se poser des questions hautement philosophiques et abstraites, mais aussi trouver des pistes d'action qui sont réfléchies et des pistes d'action qui vont nous permettre de préserver notre capacité d'agir, de grandir, de construire de la connaissance, on l'espère, arriver à une forme de sagesse aussi, sans être manipulé, dévoyé et dérobé de notre capacité à faire du travail sérieux professionnellement. Et c'est là que je dirais la grosse erreur, elle est là, c'est dans des entreprises, dans des administrations publiques ou ailleurs. L'erreur, c'est de ne pas avoir de stratégie individuelle ou collective par rapport à l'éthique de l'utilisation de l'IA. Et ça, les entreprises, les associations et d'autres structures, un monde qu'on connaît bien, bah, les églises en particulier, où je pense que la question est encore plus sensible, bah, elles courent le risque de ben, justement de ne pas prendre ce temps de recul, de réflexion qui nous humanise en réalité. Et je pense que c'est vraiment impératif que tout le monde puisse le faire. Alors, tout ça ne nous dit pas forcément comment est-ce qu'on peut s'y prendre dans la pratique. Donc, ce serait la question suivante. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour une utilisation éthique de l'IA? Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? Bah, pour ma part, je vais reprendre un peu un slogan de notre gouvernement que nous avons. En fait, c'est pour les petits trajets, privilégier la marche ou le vélo. Hmm. Donc, c'est vraiment, dans la pratique, savoir trouver quand est-ce que l'IA vient vraiment remplir son rôle, vraiment présenter un avantage, vraiment être la technologie qui répond à nos besoins, et quand est-ce que l'on peut vraiment se passer d'elle, parce qu'il existe d'autres possibilités. Donc ça veut dire savoir allumer et éteindre l'IA, tout comme on prend son vélo ou on va à pied pour acheter le pain et on ne va pas prendre sa voiture. Hmm. Certains usages, voilà, l'IA n'est pas systématiquement allumée. Et puis voilà, une autre métaphore, quand on bricole et qu'on doit planter un clou, on adapte la taille du marteau à la taille du clou. Eh bien là, c'est la même chose pour l'IA, c'est ce que je disais. L'utiliser quand elle a vraiment l'avantage d'être le meilleur outil qui est à notre disposition. Donc, je ne dis pas non à l'IA, mais je dis oui quand il s'agit vraiment de profiter de sa capacité à avoir une intelligence au niveau systémique, donc cette capacité de prendre en compte un très grand nombre d'informations comme sont capables de le faire les larges modèles de langage, Hmm. profiter aussi de sa capacité à proposer des réponses qui permettent d'avoir assez vite une idée de la façon dont on voudrait faire les choses pour pouvoir rapidement faire des essais, faire des erreurs et à partir de là, rentrer dans une démarche de test qui aurait été bien plus coûteuse, effectivement, si nous avions eu à développer individuellement chacune
des Mm. solutions. Donc là, il y aura un gain de temps qui permettra l'itération, qui est si importante dans l'usage de l'intelligence artificielle, pour vraiment élaborer les choses avec plus d'efficacité, pour arriver à un meilleur résultat. Et puis, bah, quand l'IA est éteinte, continuer vraiment à utiliser toutes les habitudes et les bonnes habitudes pour cultiver les compétences et les altitudes qui me nourrissent pour ma part en termes de créativité et d'imagination. Donc ça passe beaucoup Ouais. par de la lecture d'ouvrages de fiction, de non-fiction, et par faire des choses de mes mains aussi. Donc voilà, c'est tout un écosystème. C'est pour ça qu'on parle d'hygiène de vie Mm. dans notre série associée à l'intelligence artificielle, quoi. Oui, tout à fait, parce qu'on pourrait s'attendre dans une série de webinaires autour de l'IA que ça traite uniquement de ce qu'on fait pendant qu'on utilise l'IA, mais notre approche, c'est vraiment celle de l'hygiène de vie et le fait de construire une sagesse qui a inspiré de la sagesse biblique. Et là, ce que tu nous as donné, c'est que dans le comment, il y a l'avant l'utilisation de l'IA, pendant et après. Donc, avant, se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'IA pour tel usage? Pendant, si je choisis de l'utiliser, ben, pour quel type d'usage? Est-ce que c'est bien ce pourquoi l'IA est vraiment bonne Tout à fait. pour m'outiller. Et puis après, quand ma tâche est terminée, ben, je peux aussi vaquer à d'autres occupations qui me nourrissent et qui me permettent Exactement. de Ouais. m'épanouir et plutôt que de rester branché constamment dessus. Je pense que c'est très sage. Pour revenir sur ce qu'on fait pendant qu'on utilise l'IA, je pense qu'il y a une vigilance constante, en tout cas moi, c'est comme ça que je le mets en pratique, d'avoir à l'esprit les garde-fous. C'est-à-dire qu'en général, les modèles de langage, que ce soit je sais pas, Canva AI ou Claude ou quel qu'il soit, n'ont pas forcément en fait tout le cadrage éthique dont vous avez besoin ou qui est pertinent pour la tâche que vous effectuez. Donc, soyez vous-même conscient de quel type de garde-fou vous donnez dans le cadre de vos prompts au modèle de langage. Donc, quand vous parlez avec votre modèle, ben, parlez-lui de la manière dont vous voulez qu'il vous réponde. Quelles implications éthiques ça a, donc considère ceci ou je ne voudrais pas cela. Tout ça va permettre de guider le modèle. Et d'ailleurs, par ailleurs, dans cette série, on vous donne beaucoup d'astuces, y compris dans les bonus téléchargeables, sur la façon de le faire. Mais évidemment, ce qui est le plus facile pour moi, c'est d'utiliser Noé, puisque Noé était préprogrammé avec toute une série de principes d'orientation de sa façon d'interagir avec les utilisateurs, ancrés dans une éthique et qui laisse en fait la capacité aux êtres humains d'être dans le siège du pilote, en fait. Donc, je vous encourage. Alors, en dessous de cette vidéo, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un lien qui vous amène, si vous choisissez la formule premium ou si vous choisissez exclusivement d'utiliser Noé, d'avoir accès à cet agent conversationnel. L'avantage, si vous choisissez la formule premium, c'est que vous pouvez avoir l'ensemble des webinaires, mais aussi tout un classeur de ressources avec des prompts qui vous sont donnés pour pouvoir grandir dans votre utilisation de l'IA et, j'espère, vous orienter vers une stratégie éthique d'utilisation. Et avec ça, vous avez 3 mois d'utilisation gratuit de Noé. Alors, je voudrais quand même poser des questions, une question finale pour être un peu plus concret. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, Olivier, de principes que tu as euh, tirés de la sagesse biblique dans tes interactions avec l'IA et puis à quoi ça ressemble dans la pratique? Alors, deux exemples de principes. Alors, peut-être vous l'aurez déjà deviné, mais pour moi, l'importance de notre développement intégral, j'ai envie de dire, en tant que personne, est vraiment quelque chose qui est de la première importance, hein. C'est ce texte du livre du Deutéronome au chapitre 6 et au verset 5, repris après par Jésus-Christ quand on lui demande quel est le plus grand des commandements. Il s'agit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. Mais c'est cette vision intégrale de l'homme comme âme, pensée, cœur et force. Et donc l'importance pour moi, c'est de cultiver finalement toute cette intégralité de ce que je suis, et donc de veiller à ce que mon interaction avec l'intelligence artificielle ne vienne pas finalement, comme dirait un auteur, Jeremy Haight, inhiber l'expérience que je peux avoir du caractère intégral de ma personne. Et donc, à titre personnel, eh bien, j'ai développé l'habitude de l'écriture, en fait, par la tenue d'un journal dans lequel j'y mets mes pensées, dans lequel je fais aussi des prises de notes d'ouvrages à l'écrit. Alors ça prend plus de temps, mais ça me permet d'être encore en contact avec cette activité Hmm. créative et réflexive
de l'écriture. Et puis un second principe, c'est celui que Paul énonce aux Corinthiens, donc dans sa première lettre, chapitre 6, verset 12, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, Toujours et dans je la ne me Bible. laisserai asservir par quoi que ce soit. Et donc, pour ne pas être asservi, pour ne pas tomber facilement dans la tentation de la facilité, eh bien, je n'ai pas rendu finalement l'accès à ChatGPT automatique sur mon ordinateur. Donc, on a maintenant la possibilité d'installer plusieurs navigateurs. Et ChatGPT est présent sous la forme d'un signet, d'un onglet, que sur un seul des navigateurs et pas sur les autres. Si bien que lorsque je me décide à l'allumer, ben, je dois aller chercher ce navigateur et tout ce petit chemin peut permettre encore à ma conscience peut-être de me questionner sur la pertinence de le faire. Et comme Hmm. tu le disais, sur l'avant de l'utilisation. Alors que lorsque le mode est automatique, l'outil est là, on ne se poserait pas cette question. Donc j'ai créé voilà, un petit décalage dans l'utilisation de ChatGPT pour voilà, avoir mon asservissement sous contrôle. Super, merci Olivier. Alors, on va clôturer ce webinaire, mais pas sans vous donner accès à des bonus que vous pouvez télécharger. C'est comme dans tous les épisodes de cette série. D'abord, le bonus gratuit que vous pouvez avoir tout de suite s'intitule Donner une boussole à l'IA, valeur et identité dans vos prompts. Vous trouvez le lien de téléchargement de toutes ces vidéos et pose la question de comment intégrer ce qui vous tient à cœur dans chaque réponse qui est générée par l'intelligence artificielle. C'est un bonus qui vous donne le pouvoir d'orienter l'IA pour qu'elle réponde en accord avec vos valeurs. Et c'est ce qui permettra de rendre vos interactions plus pertinentes, plus éthiques. Et on vous donne en fait dans ce bonus gratuitement 3 leviers essentiels et vous pourrez créer des prompts plus utiles, plus justes et améliorer significativement la qualité de vos résultats dans l'IA. Et pour les bonus premium, dans le pack premium, on va une échelle plus haut parce que là, vous apprendrez à comment structurer et personnaliser vos interactions avec l'intelligence artificielle. C'est un bonus qui va vous offrir les clés pour structurer vos pensées et interagir efficacement avec l'IA. Vous apprendrez à créer des prompts clairs et à définir des rôles précis pour l'intelligence artificielle pour des réponses pertinentes et personnalisées. Donc, vous trouverez un exercice guidé en fait pour y arriver, pour vous former à l'art de combiner la structure du prompt et le rôle de l'agent parce que cette combinaison, elle vous garantit des résultats cohérents et réellement utiles à vos projets professionnels. Et Dieu sait que c'est utile avec le pourcentage de réponses peu utiles que les gens reçoivent dans le monde professionnel ces temps-ci. On vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de l'avoir ou de la trouver plus facilement. Et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.